am Sir Hudson Lowe. My mission is to guard General Bonaparte. Napoléon, ce sont 1000 films réalisés dans le monde. C'est-à-dire plus que Jésus, Lincoln et Lénine réunis. Il n'y a qu'une bataille importante. C'est la dernière. La dernière. Je me suis servi de cette scène pour faire dialoguer la fiction et l'histoire. Tout cela faisait partie du plan. Il s'est passé quelque chose à Sainte-Hélène. L'empereur a-t-il remporté cette mystérieuse bataille? Est-il mort en homme libre? L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Après la 6e fois où je vois ce film, je voudrais vraiment vous remercier du très beau travail que vous avez fait. Parce que bien sûr, il y a le mystère, il y a tout ce qui est autour. Et je vous rappelle, et vous allez le dire sans doute, que Betsy Balcombe s'appelait vraiment Mrs. Abel. Après, c'est le rôle du scénariste de nous emporter dans le rêve. D'abord, je tiens à dire que Antoine Decaune a fait un film magnifique. La réalisation, c'est lui, hein, c'est pas moi. Moi, j'ai juste écrit l'histoire, en fait. Pendant 2 ans, j'ai fait des recherches comme en fait David, parce que avant d'être un raconteur d'histoire, dans raconteur d'histoire, il y a histoire. Et donc, il fallait essayer. Mon but, c'était de faire en sorte de m'appuyer sur tout ce qu'on savait sur Napoléon, et par mon imagination, simplement boucher les trous que l'histoire avait laissés. Et tout ce qu'on entend dans ce film, en dehors de la théorie qui réunit, qui surfe sur ces trous, tout ce qu'on entend est vrai. Et d'ailleurs, Jean Tullard, c'est la première personne à qui j'ai confié mon scénario. Et je me suis dit, je vais tremper tout de suite dans l'acide avant que les autres réagissent. Je vais aller tout de suite au pape, Monsieur Napoléon. Et quand il l'a lu, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit où est-ce que vous avez trouvé ces informations? Et là, je lui ai dit, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire, parce qu'en fait, il avait senti cette odeur d'histoire avec un grand H, alors que forcément, ma théorie était romanesque. Mais en fait, ce qui se passe quand j'ai lu, et David le sait encore mieux que moi, c'est que quand j'ai lu tous les livres où on pouvait trouver des informations pour pouvoir m'appuyer vraiment sur la vérité, il y avait une incohérence à plein d'endroits. Il y avait des trous énormes. Et quand je comparais ce que disaient les Français, les 4 évangélistes, comme on les appelle, qui étaient avec lui et qui écrivaient sur lui, quand je comparais ça aux rapports de Hudson Lowe qui sont disponibles à la librairie de Londres et que j'ai parcourus, qui sont d'un chiant absolu parce qu'ils notent absolument tout, le nombre de bouteilles que les Français consomment, etc. Et d'ailleurs, ce que dit Basil Scott à la fin et s'appuie là-dessus, c'est que comment un homme, à ce moment-là, qui notait absolument tout, ait pu ne pas... de temps en temps, moi j'ai pour appuyer ma théorie, j'ai appuyé ça sur un cover-up, ce qu'on appelle un cover-up, c'est-à-dire à un moment donné, lui, il pouvait tout dans son récit, sauf dire que Napoléon n'était plus là. Et donc, je me suis appuyé parce que c'est cette histoire, en fait, de Napoléon n'étant plus là, qui donnait d'un coup réponse à toutes les questions sans réponse de l'histoire. Alors, est-ce que c'est crédible? Oui. Est-ce que c'est probable? Oui. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. C'est ça le truc. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je pense que c'est la ligne directrice aussi parmi ces citations. René Manzor, dites-nous un peu, pour revenir aux sources du projet Monsieur N. Est-ce que c'est un projet qu'on vous a commandé ou est-ce que c'est un projet que vous avez lancé par passion? Non, en fait, c'est un producteur qui est venu me voir à Hollywood, là où j'étais, et avec juste une question. La question, c'était comment est-ce qu'un homme aussi... le plus grand stratège de tous les temps, comment il aurait pu perdre sa dernière bataille en disant que la dernière n'était pas Waterloo et qu'il avait une revanche à prendre et que la dernière, ça pouvait être Sainte-Hélène. Et donc moi, je devais répondre à cette question. Est-ce que la dernière bataille pouvait être Sainte-Hélène? Et donc, en fait, pour ça, il fallait que je me plonge dans l'histoire parce que je lui ai dit tout de suite, je ne veux pas faire un film de science-fiction. C'est-à-dire que si ça n'est pas possible d'imaginer ça, avec des preuves historiques, en m'appuyant sur les trous, justement,
eh bien, non, je l'écrirai pas. Et donc, je suis rentré dans la recherche avant de lui dire oui. Je dis, je veux savoir si c'est possible. On parle effectivement de Tsunlo, de Bertrand, qui sont les personnages principaux, mais vous avez vu des personnages qui sont présentés, mais il manque certains. Lascaz, le fameux auteur du Mémorial de Sainte-Hélène. Il manque également Marchand, qui était le valet de chambre, personnage important. Et Cipriani, le fameux Cipriani, maître d'hôtel, qui était, on l'a vu dans le film Espion à 16 heures perdues, et Cipriani, qui était aussi le confident, le Corse proche, lui n'a pas raconté. Donc c'est ça, les trous. Les fameux trous, c'est qu'a dit Cipriani. Et c'est vrai que le corps n'a pas été retrouvé. Alors, selon le consul honoraire de France, parce que le territoire de Sainte-Hélène est toujours britannique, mais les 3 lieux où Napoléon a vécu, donc les Briards chez les Balcombes au tout début, avant le film, ensuite à Longwood et la Tombe, eh bien ces 3 territoires sont français depuis le Second Empire. Et donc tous les jours, les couleurs sont levées, les couleurs tricolores sont levées, et ensuite, eh bien, je demandais donc au consul honoraire ce qu'était devenu Cipriani. En fait, comme tout maître d'hôtel et comme tout domestique, eh bien, ils étaient portés dans la fosse commune, ce qui explique pour quelle raison on n'a jamais retrouvé le corps de Cipriani, mais son nom n'est pas non plus dans les registres. Et c'est ça le petit mystère. Et donc, vous parlez justement de Sainte-Hélène et des domaines français. Moi, je vous ai rencontré à une conférence ici au Mémorial où était présent le consul de France à Sainte-Hélène et qui lui disait notamment que chaque fois qu'il avait des visiteurs passionnés ou intéressés par Napoléon, la première chose qu'il devait faire, c'est désapprendre Sainte-Hélène parce que les gens ont une image assez différente de la réalité dans la légende, dans la fiction napoléonienne. Alors, vous, en tant qu'historien, comment vous arrivez à jongler entre cette image peut-être qui est véhiculée par des films tels que Monsieur N et la réalité que vous connaissez puisque vous êtes parti là-bas et que j'imagine que vous l'avez étudié aussi. Oui, mais au contraire, c'est justement tout l'intérêt du film. C'est comme tous les romans. Vous avez tous en tête, par exemple, l'histoire des 3 mousquetaires parce que vous avez en tête le livre d'Alexandre Dumas. Eh bien, pour Napoléon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est connu par l'image qu'on en a donnée à la fois par les romans, par les films. Je vous rappelle que Napoléon, ce sont 1000 films réalisés dans le monde. C'est-à-dire plus que Jésus, Lincoln et Lénine réunis. Alors, ça signifie 2 choses. La première, c'est que le personnage hors du commun est avec tous ses défauts et toutes ses qualités, mais surtout parce que c'est le dernier grand personnage de l'histoire qui n'est pas connu la photographie. Et donc, avec tous ces romans et avec cette distance vis-à-vis du personnage, on a justement tous les éléments qui sont difficiles à comprendre. Donc, pour vous donner juste un exemple, un personnage intéressant comme le fameux Ali qui est donc le mamelouk que vous voyez qui garde la porte, eh bien Ali n'avait de Ali finalement que le nom, parce qu'il était lui-même né à Versailles, il était tout à fait français, et il s'appelait Louis-Étienne Saint-Denis. Et donc, dans l'imaginaire collectif, on imagine un mamelouk qui tient la porte et qui est garde du corps. En réalité, il était instruit, non seulement instruit, mais c'était lui qui était l'archiviste, le bibliothécaire et le confident de Napoléon. Il a écrit énormément de choses sur justement Sainte-Hélène, et lui, en 1840, revient et raconte aussi son voyage. Donc, toute cette différence, Napoléon ne portait pas son uniforme là-bas sur place, mais justement, pour que l'imaginaire continue de vivre, et c'est ça qui est très beau dans le film, eh bien, il faut donner à voir ce qu'on attend. Et donc, il faut donner la matière pour que l'imaginaire puisse s'emporter. D'ailleurs, la phrase que dit Napoléon sur l'imaginaire est une vraie phrase. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je me suis dit, quand j'ai tapé Napoléon et que j'ai mis les guillemets, ils sont restés ouverts pendant longtemps. Et je me suis dit, comment je vais le faire parler ? Parce que le langage, c'était quelque chose de très important. Et dans les romans, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on écrit un roman qui se passe dans le passé, on peut être tenté de faire parler les gens presque de manière comme ils parlaient vraiment dans le passé, et c'est pas ça qu'il faut faire en fait, parce que dans ce cas-là les gens, c'est un rejet qui arrive, parce que finalement ils n'ont pas les codes. C'est quand on lit Rabelais, c'est très difficile à lire, et donc ce qu'il faut essayer de faire, en tout cas c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est trouver une odeur d'époque. Et pour trouver cette odeur, j'ai lu les lettres de Napoléon, j'ai vu comment il parlait, et il s'exprimait énormément par métaphore. Donc je me suis dit, si j'applique ça
au personnage à l'intérieur du film, tout en gardant un vocabulaire contemporain, on va avoir cette odeur-là de film d'époque. Et donc, dans les citations de Napoléon, il y a beaucoup de choses. Il est très, très imagé dans sa manière de parler. Et donc, cette histoire qui dit sur le merveilleux, les hommes sont tellement attachés au merveilleux qu'ils lui sacrifieraient la raison, c'est finalement le mode d'emploi que j'ai utilisé pour le film. C'est en accord avec lui. Et lui, d'ailleurs, à travers, quand il a dit, voilà, je suis Sainte-Hélène et maintenant ça va être ma passion, au sens christique, avec ses 4 évangélistes, lui-même a mis en scène sa fin. A mis en scène une meilleure fin que celle qu'il avait imaginée à Elbe avec sa petite fiole de poison qu'il avait essayé. Il avait essayé de se suicider à Fontainebleau. Et en fait, le poison n'avait pas fonctionné parce qu'il était éventé. C'est ça, je crois. Justement, le côté merveilleux, Napoléon le dit ensuite à Sainte-Hélène, avant de mourir, il dit 40 batailles, et je parle sous votre contrôle à toutes et tous, 40 batailles seront effacées par Waterloo. Mais ce qui restera éternellement, c'est mon code civil. Il avait donc compris que la dernière bataille, c'était celle de la postérité. Et donc, à Sainte-Hélène, tout le jeu de ce que vous avez vu avec Hudson Law, avec les Britanniques, qui quand même réduisent ensuite la surveillance de Napoléon, ça va aller au-delà. C'est-à-dire qu'après 1819, après le départ de tous ceux qu'on a vus disparaître, c'est-à-dire O'Meara, qui est un Irlandais d'ailleurs, et qui était très proche de Napoléon ensuite parce qu'il était tombé de l'autre côté de la force, si l'on peut dire, mais Albine de Montholon, et puis Iscott, que vous avez vu, vous êtes inspiré d'un personnage qui a existé vraiment, qui est le lieutenant Jackson, qui a vraiment, qui s'est rapproché de tous ces personnages-là, qui étaient très proches d'eux. En fait, David, j'en ai fusionné 5. Il y en a 5, c'est ça. Mais c'est ça. Et Jackson, c'est celui qu'on connaît le plus. Il y a Nichols, Poppleton. Poppleton, exactement. Et donc, Jackson, c'est celui qu'on connaît le plus. Et il est parti avec Albine de Montholon. Et savez-vous où ils sont installés ? Ils sont installés à Bruxelles. Avec la petite fille que Albine de Montholon avait eue ici, enfin à Sainte-Hélène. Ils sont installés à Bruxelles. Et cette petite fille, elle s'est appelée Joséphine. Elle n'a pas vécu longtemps, elle est morte à 2 ans, mais elle est enterrée justement au cimetière de Bruxelles. Donc c'est une belle histoire aussi parce que finalement c'était un circuit fermé et ce huis clos, vous l'avez très bien rendu parce que tous ces personnages, ils avaient une histoire à raconter et cette très belle histoire, elle est portée sur l'écran. Alors quand on adapte un roman par exemple à l'écran, il y a souvent beaucoup plus de personnages que ceux dont on a besoin. À Longwood, les gens ne supportaient pas le poste qu'avait Basil Heathcote, parce que c'était un poste très ingrat. Donc, quand j'ai commencé à penser à la façon dont j'allais rédiger ce scénario, je me suis dit, quand j'ai lu les Lascaz, Montholon, Gourgaud, Bertrand, je me suis dit, j'ai eu un sentiment de côté franchouillard, au sens chauvin. Et je me suis dit, la meilleure façon de raconter cette histoire, ça serait de prendre un jeune officier qui sort à peine de l'école militaire et pour lequel Napoléon est une méga star. Parce qu'il apprend la stratégie sur ses plans de bataille. Et du coup, imaginez quelqu'un qui est groupie d'une star et qui se retrouve geôlier de cette star. Donc je me suis dit, si c'est lui la voix, si c'est lui le narrateur, ça va même apporter crédit à ma théorie, parce que lui... En fait, il le garde, mais il l'aimerait ailleurs. Il l'aimerait libre, puisqu'il est fan, en fait, de Napoléon. Et donc, ça a été la démarche. Et donc, on a fusionné tous ces officiers d'ordonnance dont le but, enfin, dont le rôle était de le surveiller, pour en faire un personnage important qui, finalement, a la même fonction, mais qui reste, contrairement à l'histoire avec un grand H. Et il y a aussi autre chose. Tu parlais d'O'Meara. Après O'Meara, quand il s'est fait virer, ils ont mis du temps à le virer, parce que, comme il dit dans le film, je ne suis pas aussi facile à virer que ça. Il y a eu Baxter. Et Baxter, Napoléon n'en a pas voulu parce que c'était l'homme de l'eau, donc il n'a jamais pu approcher rien du tout. Et finalement, il y a eu Verling. Et Verling, il s'est installé dans la chambre d'O'Meara à Longwood. Il était à la chambre d'au-dessus et il n'a jamais pu rencontrer l'empereur pour l'ausculter, y compris quand il était malade. Je mets des guillemets exprès parce que je reste dans mon univers. Et donc, en fait, tous les gens qui étaient là à l'inhumation,
parce qu'ils étaient partis. Gourgaud était parti, Lascaz était parti. Lascaz n'a pas pu venir au retour des cendres parce qu'il était malade et à moitié aveugle. Donc tous ces gens n'étaient pas là, les gens qui le connaissaient n'étaient pas là, et tous les gens qui étaient là, ça servait ma théorie romanesque, ne l'avaient jamais vu. Et quand David dit que c'est le dernier grand personnage qui n'a pas été photographié puisqu'il était avant l'histoire, ça servait mon propos aussi, parce que finalement, la seule représentation que les gens comme vous et moi pouvaient avoir de lui, c'était le portrait sur les médailles, le profil. C'est dire à quel point la substitution, la théorie qu'il y a dans le film pouvait être possible, parce que les gens autour de lui, ceux qui vont l'inhumer, ne l'ont jamais vu. Donc ils ont une image complètement métaphorique, encore pire que la nôtre. Parce que nous, au moins, on a David, on a des portraits, on a quelque chose, mais eux, ils n'avaient rien. Le serrurier qui a fermé le truc, il l'avait jamais vu. Le Darling qui a fourni le coffre, les cercueils, il l'a jamais vu. Et puis il y a les rapports d'autopsie qui sont faits par un toubib qui lui non plus ne l'a jamais vu. Non, c'est donc le médecin en question dont parle René, c'est effectivement un médecin, parce qu'il faut s'imaginer qu'après 1819, donc les 2 dernières années de la vie de Napoléon, il y a un envoi d'un certain nombre de domestiques qui doivent remplacer ceux qui sont partis, et cet envoi a été fait par la mère de Napoléon, la fameuse Laetitia, celle qui disait pourvu que ça dure, donc qui n'a pas duré longtemps. Et donc Laetitia, donc celle qui a donné finalement son nom à la petite fille que vous avez imaginée, René, enfin que tu as imaginé. C'est vrai que ce qui est très beau, c'est que ces personnages-là n'ont jamais vu Napoléon, et parmi eux se trouvent deux aumôniers, Buonavita et Vignali, et 2 aumôniers corses. Intéressant tout de même. Et le médecin qu'on envoie pour soigner Napoléon, parce que maintenant qu'il n'a plus de médecin et qu'il refuse tous les médecins qu'on lui propose après au Marat, il est corse aussi. Il s'appelle Antomarchi. Et donc, forcément, eh bien, à partir de cet entourage corse, on se dit, mais alors Cipriani, c'était le maître d'hôtel espion. Ensuite, les 3 derniers qui l'entourent avant ces derniers jours, ce sont également des Corses. Donc, il y a sans doute quelque chose qui se passe là. Et en réalité, ce quelque chose, c'est que Napoléon, vous l'avez vu dans cette tenue, il reprend la tenue, il reprend les habitudes du Corse qu'il était. Et donc, forcément, la boucle est bouclée. Parce que d'une certaine manière, il s'est rendu compte, et ça il le dit vraiment, là je ne parle pas du film, c'est vraiment, il se passe quelque chose à Sainte-Hélène, c'est que Napoléon s'est rendu compte qu'il y avait cette dernière bataille qu'il fallait donner, et cette dernière bataille, elle l'emporte vers un ailleurs, et cet ailleurs, ce sont les textes, parce que là, dans le volume que nous avons réuni avec Jean-François Coulon, qui fait à peu près 600 pages, on s'est appuyé sur près de 80 volumes, imaginez mesdames et messieurs. À l'époque, pas de télévision, pas d'internet, pas de film comme on l'a vu ici. Donc ils écrivent toutes et tous, et d'ailleurs Napoléon le dit lui-même, vous allez emporter avec vous un trésor, et ce trésor, ce sont les témoignages, parce que Napoléon raconte ce qui se passe au quotidien, mais il se souvient de ce qui s'est passé. Et ce basculement de l'Europe, de cette Europe qui est devenue républicaine pour certaines parties, qui est restée monarchiste pour d'autres, qui espère justement le réveil des peuples, eh bien Napoléon, finalement, sa victoire, ça va être 9 ans après sa mort, la Révolution de 1830, dont nous sommes aujourd'hui, ici, les héritiers et les dépositaires. Donc c'est tout ça qui s'est joué là-bas à Sainte-Hélène. Et puisqu'on parlait encore du personnage de Heathcote, vous avez cité René Manzor, tous les personnages dont ils sont inspirés. Il y en a un que vous n'avez peut-être pas cité, c'est vous-même, parce que le film est construit comme une espèce d'enquête. Alors est-ce que finalement, le personnage de Heathcote, c'est pas vous qui enquêtez sur ce qui s'est passé à Sainte-Hélène d'une certaine manière? Oui, parce que quelque part, Heathcote, c'est celui qui est prêt à dire à Napoléon, quand Napoléon lui a dit vous savez que quelqu'un a dit que j'étais l'héritier, c'est une vraie anecdote, et il fait vraiment. C'est cette réplique, vraiment. C'est-à-dire que lui, il est prêt à tout croire. Effectivement, il est prêt à sacrifier la raison, surtout si d'un coup, le personnage finit par correspondre à l'image qu'il en a. Et j'ai fait dire à Napoléon quelque chose qu'il dit à Cipriani aussi, ne m'imagine pas comme... Enfin, arrête de m'imaginer comme tu me vois. Quand il est prêt à faire virer O'Meara, alors qu'O'Meara est quelqu'un qui est vraiment de son côté. Il va le faire virer pour provoquer quelque chose. C'est un jeu d'échecs, en fait. Il sacrifie une pièce, en fait, exactement comme aux échecs. Et c'est toute cette atmosphère qui me fait penser, enfin, qui m'a fait flirter avec l'idée qu'il était en train de livrer bataille. Pas simplement pour l'histoire, mais dans le film, une vraie bataille. Et qui fait que Law,
je me suis servi, j'ai revu simplement la fin du film. D'ailleurs, j'étais super ému à la fin parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu le film depuis sa sortie. Et donc, la scène entre Law et Heathcote, quand ils parlent tous les deux, ce qui est intéressant, c'est que je me suis servi de cette scène pour faire dialoguer la fiction et l'histoire. La fiction et l'histoire. Hudson Law, il représente l'histoire. Il répond. C'est comme si c'était David. En fait, c'était un dialogue entre David et moi. Moi, j'étais Heathcote et David, il était Law, qui disait, il ramenait chaque fois, il contrait à chaque fois qu'il y avait une espèce de merveilleux qui arrivait, là, il ramenait l'histoire. Ce qui permettait de ne pas tromper complètement les gens, de ne pas aller vers une espèce de truc de complot, de choses comme ça, de donner la parole aux deux côtés. Tu vois, c'est ça qui m'intéressait. Et David, justement, par rapport à un personnage comme Napoléon qui exerce une certaine fascination, et on peut imaginer que si vous avez écrit plus de 40 livres dessus, c'est que vous êtes quand même en partie fasciné par le personnage. Comment on fait pour, justement, en tant qu'historien, résister à cette envie peut-être de faire coller le personnage à son propre imaginaire, à croire à tout ce qu'on lit parce qu'on a envie d'y croire? Mais justement, c'est de travailler comme un historien, c'est-à-dire vraiment se replonger dans le document. Parce que l'historien doit se retrouver justement dans l'archive, dans le document, dans la confrontation des sources. Et tout le travail consiste justement à se détacher de ce caractère-là pour essayer de retrouver ce qui se cache derrière. Alors c'est pas forcément dans le sens de l'enquête, mais c'est tout simplement en confrontant les sources, en allant là où forcément on n'est pas été chercher, c'est-à-dire pas forcément des documents cachés, mais aussi d'aller voir dans des éléments, par exemple, dans des objets d'art, dans l'archéologie, dans des éléments également de patrimoine, de se retrouver sur les lieux même. Parce que parfois, en voyant la topographie des lieux, on découvre aussi des éléments. Sainte-Hélène, c'est caractéristique. C'est-à-dire que cette île, qui est quand même à 2500 km des côtes d'Afrique, il faut le rappeler quand même, 3600 du Brésil. L'affaire de Gundorp, c'était envisagé, effectivement. C'était envisagé, ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils l'auraient imaginé, parce qu'il y avait 2 navires, mais en fait, il y en avait 6 qui protégeaient Napoléon. Il y avait 3000 personnes, effectivement, dans les officiers et les troupes d'ordonnance et les soldats, mais il y avait 600 bouches à feu, c'est-à-dire 600 canons et fusils qui étaient pointés à la fois vers la mer, mais également vers Napoléon. Que Law a fait installer. Exactement, Ouais. parce qu'au départ, celui que vous avez vu, qui est remplacé par Law, c'est l'amiral Cockburn. Et Cockburn est celui qui a emmené Napoléon sur place avec le navire Northumberland le 15 octobre 1815. Et pour vous montrer que finalement la boucle est bouclée, eh bien, la fameuse expédition du retour des cendres, elle est faite parce que les Anglais ont accepté que le corps revienne. Mais elle se fait quand ? Elle se fait 25 ans, jour pour jour, après l'arrivée des Français. Ça veut dire que les Anglais ont compris qu'il y avait un passage symbolique dans toute cette opération. Eh bien, le travail de l'historien, c'est de se détacher du côté symbolique qui parfois un peu peut-être est envisagé même par les hommes de l'époque, pour se dire, reprenons à la source exactement tel que ça s'est passé. Et alors, pour rebondir sur ce que dit David, et qui est passionnant, hein, de toute façon, on a 2 angles complémentaires, en fait, parce que c'est le rêve, mais le rêve, en fait, il est enraciné dans la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est comme dans la vie, quand on rêve pas de choses dont on n'a pas l'expérience. On rêve toujours, c'est toujours lié à notre propre expérience. Et là, quand on fait le travail de chercher finalement à remplir les trous avec quelque chose qui soit cohérent, pas farfelu, qui soit cohérent avec la personnalité dont on parle, c'est-à-dire Napoléon, avec l'entourage. Ce que je vais dire à Montholon, par exemple, quand il va le voir en prison, on n'a pas de document pour ça. Et donc, il a bien fallu imaginer comment ça pouvait se passer. Donc, on fait une étude sur la personnalité de Montholon, sur la personnalité imaginaire d'Heathcote, ça c'est facile, c'est la mienne. Et puis, on imagine ce qu'ils auraient pu se parler. Mais c'est là où ça doit faire, d'une certaine façon, plaisir à David. Et j'imagine, en tant qu'historien, moi, j'aurais le même kiff, c'est de se dire... Mais attends, mais il est allé là-bas, quoi. Il a pris une machine à remonter le temps, parce que quelque part, ça sonne vrai. Et mon travail, c'était faire en sorte que ça sonne vrai. Et pour ça, de temps en temps, quand il y avait des trous, je suis allé chercher à les combler, y compris dans l'histoire. Par exemple, je me suis dit, mais comment est-ce que Cipriani il pourrait ressembler vraiment à Napoléon ? Qu'est-ce qui ferait qu'il ressemble à Napoléon ? Donc, je suis allé chercher, grâce à mon épouse, en fait, qui est là, qui a fait toute la recherche historique. Si tu imagines
le pavé dont tu parles, là, il y a un pavé comme ça à la maison qui n'est pas imprimé, mais juste pour nous, où il y a toute la nourriture dont j'ai eu besoin justement pour faire le scénario. Et on a découvert que dans l'histoire de Charles Bonaparte, c'était un coureur de jupons, Charles Bonaparte. Et il y a des histoires, il a été sauvé... Charles, c'est le père de Napoléon. Oui, pardon, excuse-moi. Charles Bonaparte, le père de Napoléon, il y a même d'histoires de détournement de mineurs. À Rome, un scandale dont son ami a évité qu'il se fasse prendre. Il est passé dans le village natal de Cipriani, à Guagno, dans le comté de Soccia. Et là, comme par hasard, il y a un passage que j'ai retrouvé où on dit qu'il avait un fils naturel qui ressemblait plus à lui que ses propres enfants. Donc, il n'est pas dit que le fils naturel, c'est Cipriani. Mais d'un coup, et en plus, j'ai trouvé qu'il y avait une coutume génoise, et la Corse était génoise, et donc Laetitia était génoise. Laetitia, la mère de Napoléon, avant d'être corse. Et la coutume génoise, c'était que quand il y avait un fils naturel, on devait l'amener au cœur de la famille, et il devait être élevé dans la famille. Et de toute façon, Cipriani, sans qu'il y ait de lien entre ces deux choses, a été élevé dans la famille de Napoléon. Donc quand on dit ils ont une mimicrie naturelle, etc., c'est parce qu'ils se connaissent depuis tout petit. Et donc en fait, Cipriani effectivement a été l'agent secret de Napoléon, mais bien avant. Il y a toute l'histoire de Capri dont on parle ici. Donc si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que de temps en temps, pour inventer, il faut aller compléter la recherche en fouillant aussi des choses qui donneraient raison à notre théorie romanesque dans l'histoire, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'histoire et de la fiction. Avant de travailler sur Napoléon, j'avais fait une biographie de Marcel Carné. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il avait fait la même chose pour Les Enfants du Paradis, pour Les Visiteurs du Soir. Et je trouve que chez Napoléon, finalement, il y a tous les éléments, j'allais presque dire, plus incroyables que si c'était la réalité. C'est-à-dire que même en cherchant dans les éléments qu'on a réunis là, qui sont en fait les textes qui ont été publiés, le meilleur des scénaristes, en parlant de René par exemple, dirait mais c'est pas possible quoi. Il y a tellement de choses incroyables que le meilleur des scénaristes n'aurait pas inventé la chose de la même manière. Ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le merveilleux l'emporte parfois effectivement sur la réalité, et c'est pour cette raison que les personnages qui ont tellement marqué l'histoire ou qui vous sont tellement frappés à toutes les générations, eh bien, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'un personnage comme Barberousse, un personnage comme Charlemagne, un personnage même plus près de nous comme Elvis Presley, on se dit toujours « Et s'il n'était pas mort ?» Et s'il n'était pas mort véritablement comme on nous le raconte? Et c'est tout ça qui est intéressant chez le travail de l'historien ou chez le scénariste, parce que finalement on est complémentaires, comme tu le disais. C'est que justement, il faut apporter les éléments qui, à la fois, remettent à la réalité telle qu'elle existe, malheureusement. Mais lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a une matière formidable, justement, pour nous emporter, pour des films, pour des romans. Demain, ça va être la remise du prix du roman littéraire Napoléon Ier à Fontainebleau, où je serai. C'est ça, c'est-à-dire qu'il s'écrit encore aujourd'hui, c'est sur Napoléon, mais c'est vrai sur d'autres personnages historiques, femmes et hommes confondus, c'est qu'il y a tellement de choses incroyables à inventer que, eh bien, il suffit de s'appuyer sur la réalité, et puis ensuite, eh bien, après, l'imagination fait le reste. Et comme vous le dites, vous êtes complémentaires, mais nous, on est ici à Waterloo, donc on a envie un peu d'un petit champ de bataille. Alors, qu'est-ce qui vous fait quand même tiquer dans le film? Est-ce qu'il y a quand même un détail ou l'autre qui vous dérange en tant qu'historien? Pas forcément tiquer, mais c'est vrai qu'on imagine Napoléon finalement là, à proximité. Il faut quand même imaginer qu'il y avait une distance. Ça, c'est la chose la plus intéressante, c'est que souvent, on a une propension à s'imaginer quelque chose de très accessible. Il vivait vraiment comme au XVIIIe siècle. Et donc, il avait repris les us et les coutumes des souverains européens qui l'avaient précédé. Et comme il était, j'allais presque dire le mot, mais j'aime pas ce mot-là, mais parvenu, eh bien, il fallait être plus roi que le roi, plus empereur que les empereurs. Donc, il s'était entouré de plusieurs cours successives, donc plusieurs cercles qui, à la fois le protégeaient, on le voit avec le grand maréchal Bertrand et Ali ici, mais vraiment des cercles qui ne rendaient pas accessible. Et donc, c'est malheureusement pour le film, il est sorti juste après la série avec Christian Clavier qui avait fait en 4 épisodes Simoneau. Et c'est un peu dommage parce que, comme les gens avaient trop vécu ou trop vu de Napoléon, ils se sont dit peut-être on va pas y retourner. C'est dommage parce que
Vraiment, c'est un film. Vraiment, ce film, j'adore. Hein. Je vous dis, je l'ai vu 6 fois. On l'a projeté à l'ambassade de France en Allemagne. Je l'ai présenté dans différents endroits. Il a été redonné encore hier, enfin la semaine dernière ou il y a 15 jours à Châteauroux. Et il remporte un grand succès. Et je pense que vous êtes vraiment dans le vrai, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la perception. Et donc, c'est pas ça qui me fait tiquer, c'est que justement, il aurait fallu aller encore plus loin. C'est-à-dire que Napoléon, il avait des strates de surveillance et de protection à outrance parce qu'il voulait devenir plus empereur que les empereurs. Et il avait tout fait dans son sacre, dans sa façon de vivre, dans les gens qui l'entouraient, pour être vraiment dans une situation hors du commun, pour vraiment se fondre dans les habits. Et ce qui a d'ailleurs été sa perte, parce que son sacre, il l'a fait avec un habit très royal, très impérial, avec une couronne de laurier d'or. Mais comment les gens l'aimaient à l'époque, comment les gens l'appréciaient, même ses adversaires, c'était sur le champ de bataille, avec son bicorne, la main dans le gilet. Et d'une certaine manière, c'est ça, la silhouette éternelle. C'était un homme de marque publicitaire, Napoléon. Il a créé sa silhouette. Et s'il y a eu 1000 films de jouets, là, c'est Philippe Torreton qui interprète Napoléon, ou Cipriani qui prend sa place. Si on peut le jouer, c'est parce que justement, il a cette silhouette hors du commun. Il avait gagné finalement la grande bataille, la bataille de l'image. Et justement, je voulais poser le corollaire de ma question à René Manzor. Quand on écrit un scénario historique, quelle est la limite selon vous qu'on ne peut pas dépasser, où on arrive vraiment dans le mensonge? Je vais citer Alexandre Dumas qui disait « On a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire des beaux enfants ». Est-ce que vous, quand vous avez préparé avec votre épouse Monsieur N, vous avez une espèce de règle où vous vous dites là ça devient du mensonge, là c'est plus possible, là je suis trop dans la fiction, ou est-ce que ça se fait qu'au feeling? D'abord, cette citation, moi je peux plus la citer à cause de ce qu'elle veut dire, mais c'est vrai que, et d'ailleurs j'arrive même pas à la rephraser parce qu'il n'y a pas une façon de dire la même chose, mais enfin, en tout cas, par rapport à l'histoire, moi, c'est la règle, c'est comme dans le fantastique, parce que ça m'est arrivé tu parlais du passage tout à l'heure, d'aller vers le fantastique, c'est que les amarres du crédible ne sont jamais rompues. Si d'un coup, c'est pas crédible, probable, là, ça me pose un problème. Et c'est d'ailleurs après, vrai, c'est pour moi, je fais de la fiction, donc ça n'a pas besoin d'être vrai. Par contre, il doit y avoir une odeur forte de réalité qui fait que les gens peuvent croire. Si d'un coup, c'est pas crédible, les gens décrochent. Et c'est pareil dans les romans. C'est la même règle. J'ai fait j'ai refait une uchronie de ce type-là dans un roman qui s'appelle Apocryphe, qui s'attaque au deuxième personnage le plus connu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et surtout à ce qui s'est passé juste après lui. Donc je prends le récit à sa crucifixion et je parle de ce qui se passe après, pas de ce qui se passe avant, puisque ça, on nous en a déjà parlé, mais ce qui se passe après. Et j'applique les mêmes règles, c'est-à-dire je fouille l'histoire, je vais chercher des documents, y compris dans les apocryphes, je vais chercher partout, dans les témoignages qui sont 1 siècle plus tard, 4 siècles plus tard, pour essayer de dire, voilà, ça c'est les fondements de mon histoire, c'est les fondations, comme une maison. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de maison. C'est du sable mouvant, elle rentre dans le sol. Donc, oui, qu'est-ce que je m'interdis, c'est ça. Je m'interdis que ce ne soit pas crédible, que ce ne soit pas probable. Et tu vois, quand je parlais de la phrase de Jean Tullard, j'ai eu la même chose au Vatican. J'ai envoyé au Vatican. Ça a pris un peu plus de temps, la réponse, mais j'ai eu « Où avez-vous trouvé ces informations ?» Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur bibliothèque, parce que moi, forcément, c'est l'imaginaire qui a comblé ce que je ne pouvais pas trouver. Mais si tu veux, j'ai eu cette même... Et cette réaction me plaît, moi, parce que quelque part, je leur dis non, je réagis, mais non, c'est de l'imagination, c'est de la prospective. On essaie d'imaginer ce qui aurait pu se passer, mais en ayant vraiment les racines à l'intérieur. Et pour ça, c'est 2 ans de recherche. C'est pas, tiens, je vais faire un truc comme ça. C'est beaucoup de travail. Le travail que fait d'ailleurs David dans ses livres. La seule chose, c'est que je m'autorise quelque chose que lui ne peut pas s'autoriser. Une dernière chose, c'est qu'il faut aussi rendre hommage aussi à Antoine Decaune, à tout le travail qui a été fait. On parlait tout à l'heure de Roche Dizem qui a été choisi pour jouer le rôle du grand maréchal Bertrand. Donc le choix des comédiens est très important. Frédéric Pierrot, Elsa Zieberstein, enfin c'est vraiment une très belle distribution. Stéphane Fraisse, une très belle distribution. David Grant qui est incroyable. Ah oui, ce rôle de Hudson Law, il fallait le jouer. Et surtout, je voudrais vous dire quand même que c'est quand même une gageure de faire Napoléon au cinéma. Même s'il y a eu 1000 films, il y a 2 grands réalisateurs qui se sont cassés les dents sur Napoléon, et pas des moindres. Le premier d'entre eux, vous le connaissez,
Ah voilà, mais je vais pas le dire, je vais terminer avec lui. Le premier d'entre eux, vous le connaissez toutes et tous, c'est Charlie Chaplin. En 1938, il avait un projet de faire Napoléon. Et malheureusement pour lui, difficile à monter, compliqué. Il avait une idée de se dire, il y a deux personnages en l'un, Bonaparte, Napoléon, ce que d'autres avaient déjà fait avant lui, ce que d'autres feront ensuite avec Sacha Guitry, qui avait fait la même chose. Mais il jouait sur ce double personnage, et arrive la déclaration de la guerre. Et donc il transforme son idée dans un autre film que vous connaissez, qui est Le Dictateur. Où il s'imagine que le barbier va prendre la place de celui qui est au pouvoir. Eh bien, c'est un peu le Bonaparte-Napoléon, finalement. Et l'autre grand réalisateur qui s'est cassé les dents et qui n'a pas fait le Napoléon, c'est effectivement Stanley Kubrick. Kubrick qui a amassé une documentation dingue. Il a fait des photos, il a pris un scénar hallucinant. Alors, l'idée fait son chemin maintenant. Je sais qu'il y en a un autre qui maintenant reprend l'idée, qui est en train de se faire. C'est vrai que il y a eu un film qui était Les Duellistes de Ridley Scott. Eh bien, Ridley Scott va faire un Napoléon, c'est ce qu'il envisage, qui est en route. Mais pour vous dire que quand même, faire un film sur Napoléon, c'est très compliqué. Et que ce Monsieur N, d'une certaine manière, il apporte ce qu'on attend finalement d'un film d'histoire. C'est à la fois une part de fiction, mais aussi c'est appuyé sur des éléments historiques avec des personnages, vous le disiez, ils sont 40 à entourer Napoléon, adversaires ou domestiques ou proches, et que toute cette vie de Sainte-Hélène, dans cette petite île qui fait 17 km sur 10, et il y a une très belle exposition que nous avons organisée, je salue Antoine et Marine, une très belle exposition à la butte du Lion, au mémorial, eh bien, ça montre bien que tous les éléments sont réunis pour faire une évocation extraordinaire. Et juste pour vous dire qu'à l'exposition, il y a la fameuse baignoire où Napoléon s'installait. Et vraiment, là c'est vrai, il recevait ses invités. Peut-être pas Hudson Law, ça s'est pas passé dans ces conditions-là. Le pauvre, ça se passait pas toujours très bien entre eux. Mais à chaque fois, il recevait ses invités parce que le bain lui rappelait peut-être, on va pas faire de la psychologie à 2 euros, mais ça retrouvait vraiment cette mère patrie et cette Corse qu'il avait tant aimée. Donc, à Sainte-Hélène, il a retrouvé une partie. C'est un insulaire, Napoléon, quand même. J'avais fait un livre là-dessus. Il est quand même né sur une île. Il s'est marié à une insulaire, Joséphine. Il a vécu sur des îles à différentes reprises, des moments importants. Il s'est couronné sur une île. Il fait un premier exil. Il se bat contre les insulaires, les Anglais. Et il est exilé dans sa dernière vie à Sainte-Hélène. Donc, il y a tous les éléments pour montrer que ce huis clos est plus incroyable, finalement, que la réalité voulait nous le faire croire. Simplement aussi l'idée du bain. Moi, j'ai vu ça, je ne l'ai pas mis dans le film, mais quand je suis tombé là-dessus, l'histoire de l'eau, c'était pour montrer qu'il le faisait, simplement. Et puis, c'était un acte royal. C'était comme Louis XIV qui déféquait devant de la cour. Tu vois, c'était une façon de leur presque faire toucher du doigt l'intimité de quelqu'un d'inaccessible, en fait. Et puis celui qui se permet tout. Il se permet tout en disant... Je suis une personne qui est hors du commun. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce que Kantorowicz avait dit dans ses études, c'est-à-dire qu'il y a deux corps, finalement. Il y a le corps réel de celui qu'on voit, et puis il y a le corps qui se déplace, c'est-à-dire celui qui représente une fonction plus importante que celle qu'il est. Voilà.